Tu es médiocre, tu n'en vaux plus la peine. Mon mari a dit ça au petit déjeuner. J'ai continué à manger, mais en silence, j'ai commencé à orchestrer la destruction de tout ce qu'il pensait posséder. Tu ne vaux même plus l'effort, plus maintenant. Je n'arrive pas à croire que j'ai gaspillé 15 ans de ma vie avec quelqu'un d'aussi médiocre. Ce sont exactement les mots que mon mari m'a adressés au petit déjeuner un mardi matin de mars. Pas au milieu d'une dispute, pas dans un élan de colère, mais de manière décontractée, comme s'il commentait la météo tout en faisant défiler son téléphone et en mangeant l'omelette que je lui avais préparée. Je me souviens de ma fourchette arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Je me souviens de la lumière matinale inondant notre cuisine dans notre maison de ville en pierre de Lille. Je me souviens d'avoir trouvé étrange à quel point le moment où votre mariage meurt peut sembler ordinaire. Excusez-moi, ai-je réussi à dire. Il n'a même pas levé les yeux. Je t'ai entendu, Claire. J'en ai fini de faire semblant. Je ne suis plus attiré par toi depuis des années. Tu t'es laissé aller. Tu es ennuyeuse. Tu n'as plus rien d'intéressant à dire. Je déménage dans la chambre d'amis. Et c'est ainsi, il s'est levé, a déposé son assiette dans l'évier et est parti. 15 ans de mariage balayés en moins de 30 secondes. Je suis resté assise là pendant peut-être 20 minutes, mon café refroidissant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mais voici le fait, je n'étais pas choqué. Pas vraiment, car j'avais vu les signes depuis des mois. J'avais juste été trop effrayé pour les nommer. Laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Claire Dubois. J'ai 42 ans, ou j'en avais au début de cette histoire. J'étais marié à Daniel Dubois depuis 15 ans. Nous nous sommes rencontrés en 3e cycle à l'école centrale de Lyon. Nous étudions tous les deux l'ingénierie. Il était brillant, charmant, ambitieux. J'étais impressionné par sa détermination. Il disait être impressionné par mon esprit. Nous avons construit une vie ensemble. Il est devenu chef de projet senior dans une entreprise de technologie. J'ai mis ma carrière en veille pour élever nos 2 enfants, Emma, 13 ans, et Noah, 10 ans. L'histoire classique. Je me disais que c'était temporaire. Je me disais que je reprendrais ma carrière quand les enfants seraient plus grands. Mais quelque part en chemin, j'avais cessé d'être Claire l'ingénieur pour devenir Claire l'épouse, Claire la maman, Claire, la personne qui s'assurait que la vie de tous les autres se déroule sans accroc pendant que mes propres rêves prenaient la poussière. Les signes étaient là depuis des mois avant ce mardi matin. Daniel avait commencé à aller à la salle de sport 5 jours par semaine. Soudain, il se souciait de son apparence d'une manière qu'il n'avait jamais fait auparavant. Nouveaux vêtements, coupe de cheveux coûteuse, parfum que je n'avais jamais senti. Il avait perdu 9 kilos et avait l'air mieux qu'il ne l'avait été depuis des années. Au début, j'étais heureuse pour lui, fière même. Je l'avais encouragé. J'étais si stupide. Il avait cessé de me toucher à peu près au même moment. Au début, c'était subtil. Un baiser sur la joue au lieu des lèvres. Se retirer lorsque j'essayais de le serrer dans mes bras. Trouver des excuses lorsque j'initiais l'intimité. Trop fatigué, trop stressé, trop occupé. Ensuite, il y avait les longues soirées au travail, les réunions d'urgence du week-end, les appels téléphoniques qu'il prenait dans une autre pièce, la façon dont son visage s'illuminait lorsqu'un message arrivait, puis redevenait instantanément neutre quand il me voyait regarder. J'ai essayé de lui en parler plusieurs fois. Il me repoussait à chaque fois. Il me disait que j'étais paranoïaque. Il me disait que j'étais trop exigeante. Il me disait que son travail était prenant et que je devais être plus compréhensive. Alors, j'ai fait plus d'efforts. J'avais recommencé à cuisiner ses plats préférés. J'avais suggéré des soirées en amoureux. J'avais acheté de nouveaux vêtements. J'essayais d'être plus intéressante, plus amusante, plus tout ce dont il semblait avoir besoin. Mais rien n'y faisait. Il annulait nos projets à la dernière minute. Il touchait à peine la nourriture que je préparais. Il me regardait avec quelque chose qui ressemblait au dégoût. Ce matin-là, lorsqu'il a finalement dit à voix haute ce qui était murmuré, quelque chose s'est mis en place. La confusion s'est dissipée parce que soudain, j'ai compris que ce n'était pas une question de savoir si j'étais suffisante. Cela n'avait jamais été une question de moi, après tout. J'ai attendu qu'il parte au travail. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai pris son iPad, celui qu'il laissait toujours à la maison, et j'ai regardé.
Je sais. Je sais ce que vous pensez. Fouiner est mal. C'est une violation de la confiance. Mais savez-vous ce qui est aussi une violation? 15 années de mensonges. Ces messages étaient là. Tous. Parce qu'il n'avait jamais pris la peine de mettre un mot de passe séparé. Pourquoi l'aurait-il fait? J'étais médiocre. Claire l'ennuyeuse. Trop stupide pour le questionner un jour. Elle s'appelait Nathalie Leroy, 29 ans, une nouvelle recrue dans son entreprise. Elle avait commencé 8 mois auparavant. Les messages remontaient à 7 mois et 3 semaines. J'ai lu chaque mot. Cela m'a pris 3 heures. Et avec chaque message, chaque photo, chaque conversation explicite, j'ai senti quelque chose en moi se cristalliser en quelque chose de froid et de clair. Ils couchaient ensemble depuis 7 mois. Il lui disait qu'il l'aimait. Il l'avait emmené dans les mêmes restaurants où nous allions. Il avait utilisé notre chèque cadeau pour un massage en couple, celui que je lui avais acheté pour son anniversaire, pour l'emmener au spa. Il lui avait dit que j'étais frigide, que notre mariage était mort depuis des années, qu'il ne restait qu'avec moi jusqu'à ce que les enfants soient plus grands, qu'elle était tout. Qu'elle était passionnée, excitante, jeune. Il lui avait promis qu'il me quitterait d'ici la fin de l'année. Mais voici la partie la plus intéressante. Dans un message, il avait écrit « Je dois m'assurer que tout est bien réglé d'abord. La maison est au nom des deux, et il y a les investissements. Je dois parler à quelqu'un pour structurer les choses afin de ne pas tout perdre. » Il planifiait sa sortie, calculant comment me laisser avec le moins possible. Pendant que je préparais son petit déjeuner, élevais ses enfants et essayais désespérément de sauver un mariage qu'il avait déjà assassiné, j'ai fait des captures d'écran de tout, chaque message, chaque photo. Chaque plan détaillé concernant leur avenir commun et comment minimiser ses obligations financières envers moi. Puis j'ai remis l'iPad exactement à l'endroit où je l'avais trouvé. Je me suis préparé une tasse de thé et j'ai commencé à planifier. Voici ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas confronté. Je ne me suis pas effondré. Je n'ai pas appelé ma sœur ou ma meilleure amie, ni fait de crise de nerfs émotionnels. Je suis devenu stratégique. L'ancienne Claire l'aurait confronté immédiatement. Elle aurait plaidé pour qu'il nous choisisse, qu'il aille en thérapie, qu'il essaie de sauver le mariage. L'ancienne Claire aurait cru à son gaslighting, à ses excuses, à ses promesses de faire mieux. Mais cette Claire est morte un mardi matin de mars lorsque son mari l'a qualifiée de médiocre. La nouvelle Claire jouait sur le long terme. Je suis retourné à jouer la normalité. Claire douce et inconsciente qui ne remarquait pas que son mari la regardait à peine. Qui préparait le dîner tous les soirs, demandait de ses nouvelles et ne remettait jamais en question où il était ou avec qui il était. Pendant ce temps, j'ai commencé à construire mon dossier. J'ai tout documenté. J'ai créé un compte cloud séparé qu'il ne connaissait pas. J'ai téléchargé chaque capture d'écran, chaque élément de preuve. J'ai pris des photos des relevés de cartes de crédit montrant les visites au spa, les frais de restaurant, les chambres d'hôtel. J'ai ouvert un compte bancaire uniquement à mon nom. J'ai commencé à y transférer de petites sommes d'argent chaque semaine depuis notre compte joint. Argent pour l'épicerie, argent pour l'essence, des montants si faibles qu'il ne remarquerait jamais. J'ai fait des copies de tous les documents financiers que nous avions, comptes d'investissement, fonds de retraite, actes de propriété, ses contrats de travail. Et puis j'ai appelé un avocat. Pas n'importe quel avocat. J'ai demandé discrètement autour de moi. J'ai trouvé la meilleure avocate spécialisée en divorce de Lyon, Catherine Moreau. Elle avait la réputation d'être absolument impitoyable et d'obtenir pour ses clients tout ce qu'ils méritaient. Je l'ai rencontrée un jeudi après-midi pendant que Daniel était au travail et que les enfants étaient à l'école. J'ai apporté tout ce que j'avais rassemblé. Elle a tout examiné. Puis elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait au respect. « Madame Dubois, a-t-elle dit, vous avez fait mon travail. C'est béton. Il n'aura aucune prise. » Bien, ai-je dit. Parce que je veux tout ce à quoi j'ai droit. Il veut me qualifier de médiocre. Il veut jeter 15 ans comme s'il n'avait aucune valeur. Alors il peut payer pour ce choix. Elle a souri. Je vous apprécie. Nous allons bien travailler ensemble. Nous avons tout planifié soigneusement. En Rhône-Alpes, il n'y a pas de période de séparation légale requise pour un divorce sans faute. Mais je voulais la faute.
Je voulais que tout le monde sache exactement ce qu'il avait fait. Catherine m'a conseillé d'attendre encore quelques semaines pour rassembler plus de preuves si possible, afin de m'assurer qu'il ne se méfie pas et ne commence pas à cacher des biens. Alors, j'ai attendu. J'ai joué l'épouse parfaite. J'ai souri quand il rentrait tard. Je n'ai rien dit lorsqu'il a déplacé ses affaires dans la chambre d'amis à cause de ses ronflements. J'ai même suggéré qu'il devrait partir en week-end pour déstresser, sachant très bien qu'il emmènerait Nathalie. Il l'a fait, et j'ai tout documenté. Le frais d'hôtel en Savoie, les photos qu'elle a postées sur Instagram de leur escapade secrète avant de les supprimer précipitamment. Pendant ces semaines, j'ai aussi fait autre chose. J'ai commencé à prendre soin de moi. Pas pour lui, pas pour le reconquérir, mais pour moi. J'ai appelé une thérapeute, docteur Sarah Lefebvre. Elle était incroyable. Lors de notre première séance, j'ai tout déballé sur ce qui s'était passé. « Comment vous sentez-vous » a-t-elle demandé. En colère, ai-je répondu. Humilié. Stupide de ne pas l'avoir vu plus tôt. Vous n'êtes pas stupide, a-t-elle dit fermement. Vous avez fait confiance à quelqu'un que vous aimiez. Ce n'est pas de la stupidité. C'est être humaine. Au cours des semaines suivantes, elle m'a aidé à comprendre quelque chose de crucial, la trahison de Daniel ne concernait pas ma valeur. Elle concernait son caractère. J'aurais pu être parfaite à tous points de vue, et il l'aurait quand même fait, parce que c'était ça, lui, quelqu'un qui valorisait la nouveauté par-dessus l'engagement, qui blâmait les autres pour ses choix, qui mentait pour éviter les conséquences. J'ai également engagé un entraîneur personnel, j'ai commencé à m'entraîner 4 fois par semaine, non pas pour être belle pour Daniel ou pour rivaliser avec Nathalie, mais parce que j'avais besoin de me sentir forte. J'avais besoin de me rappeler que mon corps était le mien et qu'il pouvait être puissant. J'ai renoué avec mon réseau professionnel, contacté d'anciens collègues de mes années d'ingénierie, commencé à explorer les opportunités qui pourraient exister, en me rappelant que j'avais été brillante dans ce que je faisais, et j'ai élaboré un plan pour l'après. Pour ce à quoi ma vie ressemblerait une fois que tout cela serait terminé. 6 semaines après ce mardi matin, Catherine m'a dit que c'était le moment. Nous avons déposé la plainte un mercredi. Daniel a été signifié au travail. Les papiers détaillaient tout, adultère, preuves détaillées, demande de garde exclusive des enfants, pension alimentaire, répartition de tous les biens matrimoniaux. Il m'a appelé 47 fois cet après-midi-là. Je n'ai pas répondu. J'étais au bureau de Catherine, en attente. Il est rentré chez lui ce soir-là l'air d'avoir été frappé par un camion. Claire. Nous devons parler. Non, nous n'avons pas à parler, ai-je dit calmement. Tout ce que j'ai à dire est dans ces papiers. Vous pouvez communiquer par l'intermédiaire de mon avocate. Tu ne comprends pas, je comprends parfaitement. Vous couchez avec Nathalie Leroy depuis 7 mois. Vous avez prévu de me quitter tout en essayant de cacher le plus d'actifs possible. Vous me mentez depuis près d'1 an. Ai-je oublié quelque chose? Son visage est devenu blême. Comment as-tu? Ton iPad. Vous auriez dû mettre un meilleur mot de passe. Ou peut-être que vous pensiez simplement que j'étais trop médiocre et ennuyeuse pour jamais penser à regarder. Je l'ai regardé analyser cela. Je l'ai regardé passer par le déni, la colère, la panique. Claire, s'il te plaît. C'était une erreur. Ça ne voulait rien dire. Nous pouvons arranger ça. Non, nous ne pouvons pas. Parce que vous avez raison sur une chose. Vous avez gaspillé 15 ans, mais pas de la manière dont vous le pensez. Vous avez gaspillé 15 ans avec quelqu'un qui vous aimait, qui vous soutenait, qui a construit une vie avec vous, et vous l'avez jeté pour quelqu'un d'assez jeune pour être impressionné par votre titre de poste et vos dîners chics. Les enfants iront bien parce que contrairement à vous, leur bien-être m'importe réellement plus que mon propre ego. Ce qui explique pourquoi j'ai tout documenté, y compris vos plans pour minimiser vos obligations financières envers eux. Tu ne peux pas m'enlever mes enfants. Je ne vous les enlève pas. Vous aurez droit à des droits de visite, mais la garde principale sera la mienne. Vous travaillez 70 heures par semaine, et vous êtes en couple avec quelqu'un qu'ils n'ont jamais rencontré. Je suis le parent stable. Le tribunal le verra. Il a essayé d'argumenter, d'intimider, de marchander. Je suis resté calme pendant tout cela. Finalement, il est parti. Il est allé dormir dans un hôtel ou peut-être avec Nathalie. Je m'en fichais.
Les enfants sont rentrés 1 heure plus tard. Je les ai assis et je leur ai dit que leur père et moi allions divorcer, que ce n'était pas leur faute, que nous les aimions toujours tous les deux, que rien dans leur vie ne changerait, sauf que papa vivrait ailleurs. Emma, ma fille de 13 ans, m'a regardé avec des yeux trop sages pour son âge. Il te trompe? Je n'allais pas lui mentir. Oui. Elle a hoché la tête. Je m'en doutais, il a été différent. Noah, mon fils de 10 ans, a simplement pleuré. Je l'ai tenu pendant qu'il me demandait pourquoi. Je lui ai dit que j'aurais aimé avoir de meilleures réponses. Ce fut la conversation la plus difficile que j'ai jamais eue, mais je m'en suis sorti parce que j'étais plus forte qu'il y a 6 semaines. Le processus de divorce a duré 4 mois. 4 mois de bataille juridique, de négociations, où Daniel a essayé toutes les tactiques pour payer moins, garder plus, paraître mieux. Mais Catherine était brillante. Chaque fois qu'il essayait quelque chose, elle avait la preuve pour y contrer. Chaque mensonge qu'il racontait, elle le révélait. Chaque actif qu'il essayait de cacher, elle le trouvait. La percée est survenue lorsque nous avons découvert quelque chose d'intéressant. Daniel utilisait les ressources de l'entreprise pour son aventure. Du temps de travail, des cartes de crédit d'entreprise pour certains de leurs hôtels, même une voiture de fonction pour une escapade d'un week-end. Son entreprise avait une clause de moralité stricte. Catherine leur a envoyé une lettre détaillée décrivant les preuves. 3 jours plus tard, Daniel a été licencié. Pas seulement licencié, mais renvoyé pour faute grave, ce qui signifiait pas de prime de licenciement, pas d'option d'achat d'actions qui n'était pas encore acquise. Il avait perdu son emploi à 6 chiffres parce qu'il n'arrivait pas à se contrôler. Le règlement final est intervenu en juillet. J'ai obtenu la maison. J'ai obtenu la garde principale, avec des droits de visite pour lui tous les 15 jours. J'ai obtenu 60% de tous les biens matrimoniaux, y compris son 401K et ses comptes d'investissement. J'ai obtenu 5 ans de pension alimentaire, assez pour reprendre des études si je le souhaitais ou pour vivre confortablement pendant que je reconstruisais ma carrière. Il devait payer une pension alimentaire pour enfants basée sur son ancien niveau de revenu, même s'il était maintenant au chômage. Nathalie, au fait, l'a largué 2 semaines après qu'il ait perdu son emploi. Apparemment, un homme de 45 ans au chômage vivant dans un studio n'était pas aussi excitant qu'un chef de projet prospère ayant de l'argent à dépenser. Le karma a agi vite. Mais voici le fait, aucune de ces choses n'était la vraie victoire. La vraie victoire, c'est ce qui s'est passé ensuite. Pendant que Daniel se débattait pour trouver un nouvel emploi et comprendre comment payer ses avocats, j'étais en train de reconstruire ma vie. J'avais commencé à faire du conseil à temps partiel pour un bureau d'ingénierie, utilisant les compétences que j'avais laissées s'atrophier pendant plus d'1 décennie. Et j'étais doué pour ça. Vraiment doué. En 2 mois, ils m'ont offert un poste à temps plein, consultante senior, presque 6 chiffres pour commencer. J'ai accepté. J'avais aussi continué la thérapie. Le docteur Lefebvre m'avait aidé à surmonter non seulement la trahison, mais aussi toutes les façons dont je m'étais diminué au fil des ans. Tous les rêves que j'avais reportés, toutes les fois où je m'étais faite plus petite pour mettre Daniel à l'aise. Vous avez passé 15 ans à être celle qu'il voulait que vous soyez, m'a-t-elle dit. Maintenant, vous allez découvrir qui vous êtes réellement. Et je l'ai fait. J'ai repris la peinture, quelque chose que j'adorais à l'université mais que j'avais abandonné. J'ai commencé à faire de la randonnée avec un groupe local. Je suis allé dîner avec des amis que j'avais négligés. J'ai voyagé avec les enfants dans des endroits où Daniel n'avait jamais voulu aller. Je suis redevenu moi-même. Pas médiocre, pas ennuyeuse, juste moi. Et il s'est avéré que j'étais plutôt intéressante. J'ai aussi commencé à fréquenter des gens, éventuellement. Pas sérieusement au début, juste des cafés, des dîners décontractés, tester les eaux, me souvenir de ce que cela faisait d'avoir quelqu'un qui me regarde avec intérêt au lieu de mépris. Il s'appelait Michel Torres, 44 ans, ingénieur civil, divorcé, 2 enfants à lui. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence professionnelle en octobre. Nous avons commencé à parler de calcul de portance et nous nous sommes retrouvés à discuter de nos sentiers de randonnée préférés. Il m'a invité à dîner. J'ai dit oui. Il n'y avait pas de drame, pas de love-bombing, pas de précipitation, juste 2 personnes qui avaient vécu des expériences similaires, prenant les choses lentement, apprenant réellement à se connaître. Lors de notre 3e rendez-vous, il m'a dit « Vous savez ce que j'aime chez vous ?
Vous êtes authentique. Vous n'essayez pas d'être autre chose que ce que vous êtes. C'est rafraîchissant. J'ai failli pleurer parce qu'après 15 ans à essayer d'être bassé pour quelqu'un qui ne m'apprécierait jamais, voici quelqu'un qui m'appréciait exactement tel que j'étais. Nous sommes ensemble depuis 8 mois maintenant. C'est sain. C'est respectueux. C'est un partenariat, pas une performance. Les enfants l'aiment bien. Ils aiment ses enfants. Nous construisons quelque chose de réel et de solide, sans jeu et sans mensonge. Pendant ce temps, Daniel en est à son 3e emploi depuis le divorce. Il n'arrive pas à en garder un. Il est renvoyé sans cesse pour des problèmes de performance, ce qui a probablement quelque chose à voir avec le fait que tout le monde dans le milieu de la technologie lyonnais sait ce qu'il a fait. La nouvelle circule vite dans les communautés professionnelles. Et lorsque vous êtes renvoyé pour faute grave à cause d'une liaison extra-conjugale, les gens s'en souviennent. Il a essayé de sortir à nouveau. Nathalie n'était pas la seule jeune femme à perdre son intérêt lorsque ses circonstances ont changé. Il s'avère que lorsqu'on est fauché et amer, on n'est pas aussi attirant qu'on le pensait. Aux dernières nouvelles, il sort avec quelqu'un de son âge qui ne tolère pas ses bêtises. Tant mieux pour elle. J'espère qu'elle a eu une meilleure version que celle que j'ai eue, même si j'en doute. Il voit les enfants tous les 15 jours, comme le stipule l'accord. Ils sont cordiaux avec lui. Emma le tolère à peine. Noah fait plus d'efforts parce que c'est dans sa nature. Gentil, pardonnant. Ils sont tous les deux en thérapie pour les aider à digérer tout cela. J'ai croisé Daniel il y a environ un mois dans un café du centre-ville. Il avait l'air fatigué, plus vieux. L'habitude de la salle de sport n'a apparemment pas duré quand il n'a plus pu se permettre l'abonnement. Il m'a vu et s'est figé. J'étais avec Michel. Nous revenions d'une course matinale. Nous rions de quelque chose. Nous étions tous les deux rayonnants et heureux. Claire, a dit Daniel. Daniel, ai-je répondu, polie mais distante. Il a regardé Michel. M'a regardé. Je pouvais le voir calculer, comparer, voir que j'étais sincèrement heureuse, que j'étais passée à autre chose dans tous les sens qui comptent. Tu as l'air bien, a-t-il dit doucement. Je vais bien, ai-je dit. Prends soin de toi, Daniel. Et je suis parti parce que je n'avais plus besoin de sa validation. Je n'avais plus besoin qu'il voie ce qu'il avait perdu. Je n'avais besoin d'aucune forme de clôture ou de reconnaissance de sa part. J'avais déjà gagné. Pas grâce au règlement ou parce qu'il avait perdu son emploi, ou parce que j'avais trouvé quelqu'un de mieux. J'ai gagné parce que je me suis retrouvé ce mardi matin de mars, quand il m'a traité de médiocre. Il pensait me détruire. Il pensait prononcer un jugement sur ma valeur. Au lieu de cela, il m'a libéré. Libre d'essayer de plaire à quelqu'un qui ne serait jamais satisfait. Libre de me rapetisser pour correspondre à ses attentes. Libre d'un mariage qui étouffait lentement qui j'étais vraiment. Il pensait avoir gaspillé 15 ans avec moi. Mais j'ai passé ces 15 ans à élever 2 enfants incroyables, à construire un foyer, à développer des compétences qui me seraient utiles plus tard, à apprendre exactement ce que je ne voulais pas chez un partenaire. Et quand c'est arrivé à sa fin, je ne me suis pas effondré. Je suis devenu stratégique. Je suis devenu forte. J'ai obtenu tout ce que je méritais. Les gens me demandent parfois si je suis en colère, si je le déteste pour ce qu'il a fait. Honnêtement, non. Je suis reconnaissante parce que sa trahison, sa cruauté, son égoïsme, son manque total de respect, m'ont réveillé. Cela m'a forcé à cesser d'être passive dans ma propre vie. Cela m'a rappelé que j'étais capable, intelligente et digne, qu'il le voie ou non. La meilleure vengeance n'est pas de le faire souffrir. C'est de vivre si bien que son opinion sur moi devienne complètement sans importance. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai 43 ans maintenant. J'ai une carrière. J'ai des enfants formidables qui s'épanouissent, un partenaire qui m'apprécie, des amis qui me soutiennent, des loisirs qui me comblent, une vie qui est entièrement mienne. Daniel voulait me remplacer par un modèle plus récent. Au lieu de cela, il a échangé une partenaire contre la solitude, échangé la stabilité contre le chaos, échangé quelqu'un qu'il aimait contre une série de personnes qui aiment ce qu'il représentait autrefois. J'ai échangé le ressentiment contre la paix, échangé le compromis contre l'épanouissement, échangé d'être médiocre à ses yeux contre le fait d'être extraordinaire au mien. Alors oui, quand mon mari m'a dit que je ne valais plus l'effort,
j'ai prouvé qu'il avait raison. Je ne valais pas son effort parce que je valais tellement plus que ce qu'il était capable d'offrir. Et maintenant, je vis une vie qui le prouve chaque jour. C'est mon histoire. Pas celle d'une victime, pas celle d'une personne détruite par la trahison, mais celle d'une personne sous-estimée par quelqu'un qui pensait que j'étais faible et qui a utilisé cela pour construire quelque chose de plus fort qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. La femme qu'il appelait médiocre, elle est partie. Et à sa place se trouve quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle est.